L'expert agricole, on éclaire votre champ de décisions brillantes pour des rendements éclatants. Novago, Salut François. Salut Mélisa, ça va bien? Hey, ça va bien, toi aussi? Ça va super, merci. Ben, merci d'avoir accepté notre invitation à l'expert agricole. Ça me fait plaisir. Ça tombe bien parce que tu es un expert agricole. Tout à fait. Pour les gens à la maison là, ou dans le tracteur, peu importe, qui vont écouter le podcast aujourd'hui, François, j'aimerais ça qu'on commence par une courte présentation, me dire un peu... T'es un gars d'où? Qu'est-ce que tu fais chez Novago? C'est quoi ton parcours? Donc, moi, je te connais pas. Qui es-tu, François Lefebvre? Bon, qui suis-je? Si on part quand j'étais jeune, je viens du lac Nomineng, des Hautes-Laurentides. Alors, j'ai été élevé dans un domaine environnement de lacs, de forêts, et puis j'étais bien épris de ça. J'étais toujours dans le bois ou sur l'eau. Alors, à suivre des animaux, les plantes, les arbres. Et à travers ma jeune vie, j'ai été un peu en contact avec des gens qui avaient un peu d'animaux. C'était rien de gros. Il y a un de mes oncles, mon grand-père maternel était un gros maraîcher. Un gros maraîcher dans ce temps-là, il cultivait dans l'est de Montréal, puis il cultivait 35 arpents. C'est rien aujourd'hui, 35 arpents. Mais il faut savoir que c'était à pied. 35 arpents à pied. Il y avait un tracteur McCormick 1938, puis j'ai une photo avec 4 de mes oncles avec un soc de charrue en arrière qui se font tirer par le tracteur et qui tiennent le soc de charrue pour labourer 35 arpents comme ça. Fait que là, ça agrandit le terrain, ça. Alors, tout ça pour dire un environnement de ma mère, qui est la 18e de la famille, avec mes oncles, mes tantes d'avant, là, qui avaient toute cette expérience agricole-là, bien, c'est venu me colorer un petit peu, là, cette approche-là. Alors, fait que j'ai toujours aimé le domaine biologique, plantes et animales. Grosso modo, ben, ça m'a amené à entrer à l'université dans le domaine de l'agronomie, en sciences animales qu'on appelle. J'étais dans toutes les espèces à ce moment-là. Puis après le bac, ben, c'était pas assez pour moi. J'ai fait une maîtrise en nutrition. Alors, du niveau avicole, mais on touchait, j'avais des collègues dans la vache laitière, dans le porc, Okay. dans les moutons. J'aidais de mes collègues dans les chirurgies. J'ai un de mes collègues qui, lui, était plus en endocrinologie, de la reproduction. Moi, j'étais en nutrition. On était tous ensemble et tout mélangé. Ça fait qu'à quelque part, nutrition, oui, mais j'avais autant des cours en physiologie, en endocrinologie, en immunologie. J'aimais tout. C'était une difficulté pour moi, d'ailleurs, de choisir parce que tout m'intéressait. Là. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu es allé plus spécifiquement vers l'aviculture? Y a-t-il une raison en particulier? C'est l'effet du hasard. J'aurais pas lu dans tout, en vache laitière, dans le porc. C'était une de mes difficultés, justement. Puis, c'est au retour de vacances de Noël, il y a un des profs, il me dit « Ah, François », il me croise dans le corridor, puis il dit « J'avais des demandes de subvention, de fonds de recherche à faire, puis j'ai mis ton nom. » Fait que lui, il était dans l'avicole. Puis je dis « Ah, ben, c'est cool. » Fait que c'est comme ça que je suis arrivé dans l'avicole et à travailler intensément là-dedans. Mais après ma maîtrise, j'ai été embauché par une multinationale comme nutritionniste, puis c'était dans veau, vaches, cochons, couvées et saumon. Du côté des Maritimes, il y a des fermes de saumon en pleine mer. Là, on parle de Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, il y a des grosses fermes de saumon en pleine mer. Et on fournissait, entre autres, des pigments pour colorer les saumons, leur donner leur couleur rose-orangée. Les gens ne savent pas ça, mais c'est le pigment qu'on retrouve dans les crevettes. Mais dans ces grosses fermes, écoute, c'est immense, des grands filets immenses dans la mer. Les crevettes, les saumons n'ont pas accès aux crevettes. Fait que pour mimer les saumons sauvages, on leur donne un pigment dans la moulée qu'ils reçoivent, puis ben, ils ont cette couleur-là qu'on connaît, là, du saumon de l'Atlantique. Ah, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est à part des vitamines. On avait un mix de vitamines qu'on donnait. Là.
étaient très bien vitaminés aussi, là, comme tous les animaux de ferme, là. Ouais. Fait que là, maintenant, on a lâché la moulée à saumon. On s'en va plus vers la moulée avicole. Ouais. Tout ce beau bagage puis ce chemin-là d'apprentissage de recherche, parce que pour te connaître un peu, je sais que t'es un gars qui s'instruit beaucoup, qui aime ça, découvrir, qui est curieux de plein de choses. Si on ramène ça à ton rôle chez Novago, ça se déduit comment? Qu'est-ce que tu fais concrètement chez Novago? Ben, c'est ça. Écoute, je suis passé de mon rôle de nutritionniste. Je suis allé dans le domaine de l'hôtellerie. OK! Pendant 5 ans. Alors, je suis parti de la base de la chaîne alimentaire, en haut de la chaîne alimentaire, pour nourrir les humains. Ça a duré 5 ans. Puis je suis revenu à Profidor, ce qu'on appelait Profidor. La coop, elle s'appelait Profidor avant, en 1996, que je suis arrivé. Puis je suis rentré avec mon bagage. J'ai été aussi directeur d'une espèce de chambre de commerce qu'on voulait développer à Val-David, dans les Laurentides. Alors, j'arrivais avec tout ce bagage-là, autant au niveau technique, connaissances physiologiques, nutrition, qu'administrative. Puis, je suis rentré dans l'équipe de Profidor à ce moment-là. Il y a une affaire que je trouvais intéressante, c'est que les membres qui composaient l'équipe étaient très différents un de l'autre. Ça, pour moi, c'est intéressant qu'on veut former une équipe. Et j'arrivais avec ma propre couleur, avec mes propres forces, combinées aux forces des autres, qui faisaient en sorte qu'on est devenu une super équipe. Il y avait beaucoup de respect dans l'équipe. Ça, c'est une affaire extrêmement importante. Ça l'était pour moi. Tu dis, bon, il y a des gens différents, mais il faut qu'il y ait un respect. S'il n'y a pas de respect dans une équipe, il n'y a pas d'équipe. Ça n'existe pas. Et tu ne peux pas être fort. Et ce qui a fait la force de l'équipe avicole de Profidor, ça a été cette force d'équipe-là. Alors, c'est les joueurs qui la composaient, qui, en marchant ensemble, en ayant une vision d'améliorer, d'accompagner l'aviculture dans la région, fait en sorte qu'on était reconnus. On a gagné dans le réseau de la coop 9-10 fois la meilleure coop du Québec, là. Fait que c'est grâce à cette force d'équipe-là qu'on avait qui fait en sorte qu'on remportait année après année ces succès-là. Fait que c'est des petites anecdotes comme ça. En même temps, mais moi, je suis rapidement devenu le superviseur technique de l'équipe, justement avec mon background au niveau scientifique, de coordonner avec le vétérinaire. On avait un vétérinaire qui composait l'équipe à ce moment-là. Mais de faire le suivi de la santé des poussins, mais des poulets. Ça, c'est au niveau physiologique. Mais au niveau alimentaire, c'est moi qui s'occupe des programmes alimentaires avec le nutritionniste de la coop fédérée dans ce temps-là. Maintenant, c'est Solio. Mais je travaille en collaboration avec lui parce que lui, il est 100% là-dedans. Tandis que moi, je ne suis plus 100% là-dedans. Mais c'est mon background, puis les performances qu'on a dans le champ qui, en collaboration avec l'équipe de Solio, on vient donner une direction à qu'est-ce qu'on pense qui est le mieux pour toute la production avicole de la région. Alors, fait que je m'occupe de ça, plus le suivi de la qualité des poussins du couvoir. De faire, à chaque semaine, on a une réunion, nous autres, on se réunit pour faire le compte-rendu de notre semaine précédente, puis de voir qu'est-ce qui s'en vient. Alors, avoir un suivi très serré, puis être en communication avec le couvoir, justement, pour dire, quelles sont nos observations, puis eux autres, qu'est-ce qui se passe pour être capable d'améliorer toujours la qualité du poussin qu'on a. Alors, fait que je coordonne avec l'équipe du terrain, ces actions-là, ces directions-là, vétérinaire, alimentaire, régie. C'est moi qui est en charge de ça, là, de coordonner tout ça, puis faire en sorte que après ça, après notre réunion, tout le monde prend... c'est toutes des personnes autonomes qui prennent le chemin, qui s'en vont voir la clientèle, et après ça, qui reviennent pour dire, écoute, j'ai vu telle affaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ça, c'est mon rôle premier. Depuis 15 ans, on est rendu propriétaire de fermes avicoles. Et je suis le directeur des opérations. Fait qu'on a une quinzaine d'employés.
On a 650 000 poulets à la fois qui sont sur ces fermes-là, dont on produit 4 à 5 millions de poulets par année. Alors, comme je te disais déjà, 4-5 millions de poulets par année, là, on nourrit à peu près 250 000 personnes par année, juste nos fermes de la coop Novago, là. Alors, c'est quand même une grosse ferme. Qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça apporte aussi au reste de nos producteurs ou d'avoir des fermes corporatives comme ça au sein même de leur coop? Bien, cette ferme corporative-là, pour nous autres, ça vient démontrer un petit peu la connaissance de l'équipe au niveau avicole. On applique ça sur nos fermes. Puis aussi, on veut que ce soit un peu un porte-étendard de la coop. On veut que ce soit bien tenu. C'est quand même des vieilles fermes, des vieilles bâtisses entre 50 et 70 ans d'âge. On n'a rien de neuf, mais on fait avec du vieux. Puis il y a plusieurs producteurs qui ont des vieilles bâtisses aussi. Alors, comment est-ce qu'on peut appliquer ce qu'on voit avec des vieilles bâtisses, les difficultés le manque d'étanchéité des bâtisses, le manque d'isolation, qu'est-ce qu'on peut faire, les structures, la ventilation, comment l'appliquer là-dedans, quoi faire, comment améliorer la chose. Ça nous sert comme banc d'essai pour toutes sortes de recherches qu'on fait. Il y a des fournisseurs qui arrivent avec des produits, des additifs alimentaires, par exemple, là, à base d'huile essentielle, des trucs du genre. Alors, on va les essayer, on va les mettre en pratique pour voir c'est quoi la résultante. Puis, au bout de ça, ce qui peut être positif, bien, on va le garder, puis on va l'appliquer chez notre clientèle. Grâce à la recherche qu'on fait. C'est pas une ferme de recherche, mais ça devient comme un peu une ferme-école ouais. par la bande. Oui, absolument. On sert de la recherche à la base, la recherche scientifique. Il y a les fournisseurs des produits, puis il y a nous autres avec une grosseur de ferme commerciale. On va dire, c'était fait dans un environnement contrôlé, dans un laboratoire. Mais là, on n'est pas dans un laboratoire, on a 19 bâtisses à notre action. Fait que, statistiquement, ça devient pesant, les résultats qu'on va avoir, parce que tu as une répétabilité des résultats par le nombre de bâtisses qu'on a. Fait qu'on prend de la force que juste avoir une bâtisse, par exemple. Alors, je vais mettre dans toutes les bâtisses un banc d'essai, puis s'il y a une résultante positive, c'est statistiquement très solide, puis c'est là qu'on va être capable de l'appliquer au niveau du champ. La même chose avec les programmes alimentaires qu'on a. De déterminer les niveaux d'acides aminés, de l'énergie dans les moulées, des vitamines, des minéraux, arriver avec une moulée super bien balancée, super bien équilibrée pour viser une performance recherchée dans le champ. Alors, les fermes nous servent à tout ça. Il y a des fournisseurs, c'est pas juste au niveau alimentaire. Je regarde la lumière, ça a été au niveau des DEL, une compagnie qui nous approche pour dire, bon, ben, il y a tel effet physiologique sur nos oiseaux. Bien, on dit, OK, on va étudier votre affaire puis voir s'il y a un effet sur les performances. On est actuellement sur des bancs d'essai au niveau des échangeurs de chaleur. Alors, au point de vue économie d'énergie et au point de vue amélioration de la qualité d'air, de l'environnement, créer un environnement sans stress, sans avoir de courant d'air. Les oiseaux n'aiment pas, surtout les poussins, n'aiment pas les courants d'air. Faire en sorte que c'est des observations qu'on va faire pour voir c'est quoi la résultante. Puis en fonction de ça, si c'est positif, on l'amène dans le champ. Si c'est négatif, bien, on dit, écoute, c'est sans avenir, votre affaire. Là, on parle justement d'amener des choses dans le champ. Ben, ça m'explique bien ton rôle puis ton cheminement au sein de la coopérative. Parle-moi un petit peu du reste de l'équipe, de ces gens-là qui amènent ça dans le champ. C'est qui l'équipe avicole chez Novago? Merci. Effectivement, ben, l'équipe avicole est composée, pour les nommer, il y a Stéphane Cuérier qui est le directeur du département, directeur des ventes. Jacques Paiement, que je suis avec lui, moi, depuis 1996. Il a commencé avant, mais c'est lui qui est devenu mon patron. Puis c'est lui qui était directeur des ventes, mais il est super directeur, mettons, aujourd'hui. C'est le patron de Stéphane Cuérier et de moi-même. Stéphane, c'est un autre agronome. Moi, je suis agronome aussi.
Alors, Stéphane arrive avec son bagage extraordinaire. Il a commencé vraiment dans le maraîcher, lui. C'est un gars de maraîcher. Déjà, quand il était jeune, il travaillait chez un maraîcher. Puis, après ses études, il a continué là-dedans. Puis, il a bifurqué à un moment donné vers le domaine des abattoirs avicoles. Alors, il a été 10 ans dans le domaine des abattoirs avicoles. Fait qu'il a une grande connaissance de ce qui se passe de ce côté-là. Puis, au niveau administratif, des chiffres, écoute, il y a une bonne tête, une bonne expérience là-dessus. Ça, c'est Stéphane. Il y a François Messicotte, qui est un autre agronome qui s'est joint à nous, je pense, il y a à peu près 2 ans. François, il arrive avec un bagage extraordinaire. Il a travaillé beaucoup dans le ruminant comme agronome. Il a fait de la nutrition aussi. Il travaillait au département de la formulation. Mais il travaillait aussi dans les espèces spécialisées, lapins, moutons, cerfs. Il a touché à ça, autant au niveau alimentation, régie, qu'au niveau administratif, là, les coûts de production là-dedans, puis comment s'en sortir. Oui, là, il ne faut pas faire on ne fait pas des scoops, là, mais je pense que je vais l'inviter pour nous parler du club de coûts de production. Puis, exactement. Il est en charge maintenant dans l'équipe de ce qu'on appelle, on est en train de monter un club de coûts de production pour justement servir de nos fermes, entre autres, parce que nos fermes ont un coût de production. Puis les membres, les clients de Avicole sont invités à joindre le club de production pour ceux qui veulent se comparer, se donner un benchmark. OK, moi, mon coût de chauffage est à tel niveau, mon coût d'investissement est à tel niveau, mon coût de dette, puis de travailler ensemble pour avoir des comparatifs pour s'améliorer. Alors, c'est François qui est en charge de ça, puis c'est lui, effectivement, qui pourrait t'en parler pas mal plus que moi je peux t'en parler. François, il est en charge aussi d'aller trouver où sont les subventions au niveau de la province, au niveau gouvernemental. Parce que ça, c'est un service aussi qu'on offre à nos membres, là, de les accompagner. Absolument. Parce que des fois, ça peut devenir beaucoup de paperasse, là, tous ces formulaires puis ces documents-là à remplir. Absolument. L'équipe avicole peut accompagner les producteurs. Exactement. Fait que François, c'est son rôle. C'est notre homme qui s'occupe de ça, qui se concentre là-dessus. En dehors de faire du suivi technique, là, c'est son gros dada, c'est ce côté-là. Puis c'est un beau service qu'on veut offrir à notre clientèle. Et l'avenir passe par ça. Comment planifier son plan d'investissement, puis d'arriver à avoir les taux de dépenses le plus bas possible, avec les revenus le plus haut possible, pour être capable d'arriver. Là. Fait que François il est là-dedans. En dehors de ça, il y a Éric Arnois qui accompagne l'équipe. Éric a travaillé 10 ans avec moi sur les fermes. C'était mon superviseur des fermes. Alors, une grande connaissance pratico-pratique de la régie. Puis, il m'accompagnait aussi. Il me voyait aller au niveau technique, là, de voir qu'est-ce qui se faisait. Fait qu'il a attrapé son bagage en m'accompagnant comme ça. En plus de diriger du monde, puis en plus on a relevé des bâtisses qui avaient manqué d'amour à travers les années quand nous autres, on a acquis ça. Et ça l'a donné, on a travaillé fort, mais ça a donné énormément d'expérience. Là. Fait qu'Éric arrive avec cette expérience-là. Et on a Coralie Demers, qui est notre dernière membre de l'équipe qui s'est joint à nous, est en congé de maternité actuellement. Mais Coralie a commencé sa carrière du côté de la Rive-Sud à une coop de Saint-Hyacinthe. Puis après ça, elle s'est exilée dans l'Ouest canadien, a voulu voir du pays. Elle pouvait travailler dans le domaine des chevaux là-bas. Puis pour revenir, là, à travailler moins d'1 an avec nous, là, puis là, elle a eu un petit bébé. Fait qu'elle a bien hâte de revenir, là, justement, de revenir dans le champ. Malgré qu'elle est en congé de maternité, on voit son visage. Oui, puis elle a plein d'énergie, plein de pep, puis elle aime le métier, elle aime l'avicole, fait que c'est un autre bel ajout à l'équipe. Fait que ça, c'est l'équipe avicole qu'on a actuellement. Là. C'est bon, François, là, on a bien mis les bases sur t'es qui, d'où tu viens, c'est qui ta gang? Parce que je sais que vous, c'est la gang avicole. Là. Votre patron, Jacques, c'est sa gang. Là, j'aimerais ça qu'on rentre plus dans ton expertise avicole. 2 segments dans le podcast. Un segment « Rien que d'une traite » où je te pose des questions en rafale et tu essaies de répondre au mieux
de tes connaissances. Et pas la section, mais le segment l'œuf ou la poule, qui est tout à fait d'à propos avec, avec votre secteur d'activité, où je vais te donner une proposition entre deux choix et il faut que tu me dises lequel et pourquoi. Fait que, est-ce que tu es prêt à répondre à mes questions? Bien, tout à fait. Là, il n'est pas là, mais on va avoir un bruit sonore d'une vache parce que c'est le segment rien que d'une traite. Et voilà. OK, je prends mes petites questions ici parce que c'est pas moi l'experte avicole, c'est toi. Première question. Quel est le plus grand défi quand on travaille en génétique, avec une génétique en constante évolution? Le grand défi, c'est de suivre les besoins nutritionnels de cette génétique-là. Mais pas seulement. Il y a au niveau de la régie aussi, si on prend la génétique, c'est la même génétique pour ceux qui s'occupent des reproducteurs, qu'on appelle dans des pondoirs, versus les éleveurs de poulets barbecue ou de gros poulets. Les broilers. Exactement. Alors, des fois, l'évolution génétique, la sélection qui est exercée par les compagnies génétiques peut avoir un impact sur le comportement des mâles, des femelles qu'on retrouve les reproducteurs, puis qui amènent des difficultés, des défis pour dire « Oups, attends une minute, qu'est-ce qui se passe? » Il y a plus de pontes, par exemple, qui se passent à terre que dans les nichoirs. Fait que pourquoi que ça se passe? Bien, des fois, c'est un changement de comportement, puis il faut réagir et réarranger l'environnement architectural de l'intérieur des pondoirs pour corriger le problème, des fois. Au niveau génétique, la progression génétique, une des grosses affaires, quand moi j'étais aux études, versus aujourd'hui, en 87, pour le nommer, je dirais, ça ne donne pas mon âge, mais pas loin, mais ça prenait 47 jours pour faire un broiler. 2,3 kilos en 47 jours. Aujourd'hui, c'est 34 jours. On a gagné 13 jours à peu près sur 30 ans. Alors, c'est les compagnies génétiques, là, la génétique évolue d'un tiers à une demi-journée par année de vitesse de croissance supérieure. Fait que ceci amène des changements au niveau des besoins nutritionnels. Alors, mais les compagnies génétiques nous disent pas c'est quoi. Ils disent jamais. Ils ne donnent jamais qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment par nous autres qu'on doit le trouver. Puis, c'est pour ça qu'on a une ferme de recherche avec Solio, pour voir qu'est-ce qui se passe, pour suivre la génétique, de dire, oups, OK, les besoins en acides aminés sont-ils changés, en énergie, puis c'est quoi la meilleure façon? Fait que c'est la manière de le suivre. On n'est jamais loin de l'année passée, mais il y a toujours une évolution qu'il faut voir. Puis après ça, de partir de la ferme de recherche, puis de l'appliquer, par exemple, comme notre ferme Corpo, pour dire, bon, bien, OK, qu'est-ce qui se passe, puis comment qu'on peut faire valoir le plus possible la génétique au moindre coût pour amener cette connaissance-là auprès de la clientèle. Alors, la génétique, la grosse affaire, ça touche plus que juste la croissance d'un oiseau, parce qu'il y a la reproduction qu'il faut considérer là-dedans. Il y a eu des difficultés. Quand moi, j'ai étudié, j'étais en maîtrise, les oiseaux avaient énormément de gras abdominal. Puis pour les reproducteurs, c'était un bien et un mal. Mais au niveau broiler, c'était quelque chose. Tu faisais cuire un poulet à barbecue, là, puis tu te retrouvais avec un pouce de gras liquide dans le fond des pannes, pour ceux qui s'en souviennent, là. Alors, c'était énormément de gras. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On n'a presque plus de gras. C'est une difficulté au niveau des reproducteurs. C'est correct au niveau du broiler, mais au niveau des reproducteurs, les femelles rentrent en ponte avec peu de gras abdominal, qui fait en sorte qu'ils peuvent manquer d'énergie rendue dans leur cycle de ponte. Ça commence à pondre vers 25-26 semaines. On les amène jusqu'à 60-65 semaines d'âge. Mais vers 40 semaines d'âge, ils peuvent commencer à manquer d'énergie parce qu'il n'y a plus de gras. Alors, c'est par l'alimentation qu'on va combler ce déficit-là, qui était naturel avant. Il y avait la source d'énergie. Maintenant, l'énergie limitée. Alors, aujourd'hui, les poulets de chair, c'est des bodybuilders. Ils sont très musculaires. Alors, tout ça amène, autant au niveau de la repro qu'au niveau du poulet de chair, des défis auxquels on doit faire face. Puis est-ce que, là, je sors de mon cadre, là, mais c'est par curiosité, est-ce que c'est cette génétique différente-là ou parce que là, tu me parles de bodybuilder, tu sais, est-ce
que cette génétique-là a été amenée par la demande du consommateur d'avoir de la viande moins, moins de gras, tout ça? Est-ce que c'est-tu à la demande du consommateur qui ont... Oui, ce que je mentionnais, au niveau restauration, la quantité de gras qui est à la cuisson des oiseaux est une problématique, réellement. L'autre affaire, c'est toujours au niveau conversion alimentaire. Tu sais, à la fin des années 80, les oiseaux avaient une conversion alimentaire au niveau à peu près de 1,95, c'est-à-dire 1,95 kg de moulée pour faire 1 kg de poids. Alors, aujourd'hui, on est rendu à 1,50. On a des oiseaux qui descendent à 1,45 jusqu'à 1,55. Là. On est rendu là. Fait que 1,5 kg de moulée pour 1 kg de chair. Alors, le côté extraordinaire de cette affaire-là, c'est que l'empreinte négative sur l'environnement de la volaille est extraordinaire dans tout le domaine agricole. Il y a les poissons qui sont mieux que la volaille. Une conversion de 1,1, 1,2 à peu près. Là. C'est extraordinaire. C'est quasiment 1 pour 1. Fait que ce qu'ils mangent, ils le traduisent en chair. Tandis que dans la volaille, on parle de 1,5, mais c'est très peu. Fait que tu as moins de GES de produits. On parle de balance. C'est une difficulté au niveau des ruminants. On entend parler surtout des ruminants. Mais tout le domaine des ruminants travaille très fort actuellement pour rebalancer l'input puis l'output là, au niveau... puis ça, c'est des belles recherches là-dessus, des beaux essais. Fait que ça, c'est intéressant. Mais au niveau génétique, dans l'avicole, bien, tout de suite, là, ça amène déjà ce côté positif de la production. Fait que, qu'est-ce qui a amené les compagnies génétiques? Bien, c'est toujours l'économie au départ. Là. C'est comment faire autant avec moins. Fait qu'eux autres, s'ils ont une génétique qui est meilleure que d'autres compagnies génétiques, qui coûtent moins cher à produire, bien, c'est eux autres qui vont avoir le haut du pavé. Tu sais. Fait que c'est ça qui est toujours la drive de l'amélioration des sélections génétiques. Mais comme je te disais, quand même, au niveau restauration, il y en avait un impact. Les compagnies génétiques, ils écoutaient ça. Là, il y avait vraiment une problématique là-dessus. Versus aujourd'hui, qu'un poulet a beaucoup plus... non seulement il grossit plus vite, mange moins d'aliments, mais il y a plus de muscles. Justement, c'est des bodybuilders. Ils ont plus de muscles qu'il y a 40 ans. Alors, dans un 2,3 kg de poulet, il y a plus de muscles aujourd'hui qu'il y en avait il y a 40 ans. Alors, donc, il y a un côté positif, encore une fois, point de vue ceux qui, pour nourrir le monde. Là. OK. Intéressant. Ouais. Fait que finalement, il n'y a pas un plus grand défi, il y a plusieurs défis oui, exact. par rapport à la génétique. Parlant de... On parle de s'ajuster, des choses qui ont changé avec ta grande expérience. Tu as vu les choses changer, justement. Dans les couvoirs, avant, par exemple, il y avait des antibiotiques. Maintenant, il n'y en a plus. C'est quoi ces défis-là ou ces ajustements-là depuis qu'il n'y a plus d'antibiotiques au couvoir? C'est un gros défi. C'est positif dans un sens là, d'avoir coupé les antibiotiques, mais en même temps, ça amène toutes sortes de problématiques au niveau de la santé des animaux. Alors, on veut protéger la santé humaine parce que il y a peu d'antibiotiques en réalité qui existent dans le marché, là, même au point de vue soigner la population humaine. C'est elle qu'on veut protéger en premier. Mais quand tu as des antibiotiques qui ne fonctionnent plus chez l'humain, puis qui pourraient peut-être originer de l'utilisation qui est faite dans la production animale, bien, c'est là qui est important d'apporter des changements. C'est ce qui a été fait. Il y avait un antibiotique extraordinaire qu'on appelle le ceftiofur, qui était donné au couvoir, qui n'est plus donné, et c'est un antibiotique qui est extraordinaire au niveau humain. Alors, ben, c'est plus donné dans la volaille, puis il n'y a plus rien qui est donné dans les couvoirs de toute façon depuis 5 ans environ, 5-6 ans. Peut-être 8 ans, là, je ne me souviens plus. Il y a eu des étapes là-dedans, mais qui amènent en fin de compte une exposition directe aux maladies avicoles. Un œuf, un poussin, ça vient d'une mère qui a été accouplée.
Alors, qui pond un œuf. L'œuf sort par où ce qu'on pense que ça peut sortir, par en arrière, mais tout sort par là. Alors, des fois, l'œuf, un œuf stérile, ça n'existe pas, à quelque part. Toujours des bactéries qui sont présentes. C'est normal. Mais quand ton œuf qui est incubé à des températures qui est parfaite pour de l'incubation bactérienne, c'est les mêmes températures. Alors, tu génères une augmentation des bactéries dans les écloseurs qui fait en sorte qu'il y a des oiseaux qui vont arriver sur les fermes qui sont infectés. Ils ne sont pas morts. Il y en a qui sont morts dans l'incubateur, mais il y en a d'autres qui arrivent à la ferme puis qui ont l'air corrects. Alors, mais c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours après qu'ils vont tomber d'infection. Par rapport à auparavant, quand il y avait des antibiotiques dans les couvoirs, mais tu ne voyais pas ça parce que la maladie ne se développait pas parce que tu l'attaquais tout de suite à la source. Tout de suite au début de l'invasion bactérienne, tu l'attaquais pour pas qu'elle prolifère. C'est quoi qui est fait en contrepartie pour pallier à ça ou pour... La contrepartie de ça, c'est qu'au niveau des pondoirs, on commence par les pondoirs où sont les reproducteurs, bien, il a fallu améliorer la salubrité dans cet environnement-là. Salubrité, c'est pas nécessairement par rapport au poulet, mais c'est par rapport à ce qu'on retrouve sur l'œuf. Comment, entre le moment où la poule a pondu, puis la récolte, ramasser l'œuf, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'il y ait le moins de contact possible avec l'environnement de la poule où il peut y avoir des bactéries? Alors, pour envoyer ces œufs-là le plus propre possible au couvoir pour être incubés. Alors, le moins qu'on va avoir de contact bactérien dans cette étape-là, bien, le moins on va générer de bactéries dans l'incubateur. Fait que ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est dans les couvoirs aussi. La salubrité d'un couvoir est augmentée d'une façon exponentielle avec ce qui existait auparavant, justement pour ne pas générer de population microbienne. Puis ensuite, bien, au niveau les gens qui reçoivent ça, les producteurs de broilers qui reçoivent ces oiseaux-là, mais ça prend un environnement parfait. On parle au niveau de la température des planchers, on parle au niveau de la ventilation, il ne faut pas qu'il y ait de courant d'air, il faut qu'il y ait accès à une eau de qualité le plus possible, sans bactéries dedans, avec une bonne moulée, avec un environnement de lumière adéquat, puis de chauffage adéquat qui fait en sorte que le poussin il est bien. Ce qu'il faut qu'on reproduise le plus possible, il ne faut jamais l'oublier. Puis on tend à l'oublier, il faut toujours penser au niveau naturel dans la vie sauvage, qu'est-ce qui se passait. Le petit sort de l'œuf, puis c'est quoi qu'il fait? Il se colle contre la mer, il se protège. Il va chercher sa chaleur-là, mais pas seulement la chaleur, il va chercher aussi, il va être à l'abri de la lumière, par l'ombre des ailes de la mer, qui fait en sorte que dans un poulailler, je pense que c'est une erreur là, de mettre de la lumière brillante partout. On dit que ça va uniformiser la disposition des oiseaux. Mais on oublie dans ces cas-là ce que la mère faisait et c'est où que les poussins se réfugiaient pour ne pas avoir de stress, de peur. Ils se réfugiaient à l'ombre de la mer. Puis dans les poulaillers, s'il n'y a plus d'ombre, ben ils ne savent plus où se mettre. Fait qu'ils peuvent être sujets plus à de stress que s'il y avait de l'ombre. Alors, si ta lumière n'est pas uniforme dans le poulailler, il y a des zones d'ombre, là, entre une lumière, c'est très clair, mais à côté, c'est sombre. Bien, si tu regardes dans un poulailler, ceux qui ont ça, tu vas avoir plus de poulets là. Ils semblent plus comme en sécurité. Ils sont en sécurité. Fait que quand on veut uniformiser la lumière, puis c'est la tendance qui a été prise, là, je pense que c'était une erreur. Parce qu'on a oublié ce que dans le niveau naturel, qu'est-ce qui se passait. L'oiseau a aussi besoin d'ombre pour aller se réfugier, pour se sentir à l'aise, pour se sentir confortable, en sécurité. Fait qu'il y a un niveau sanitaire, mais il y a un niveau environnement psychologique, comportemental qu'il faut aussi penser pour donner le plus à ces oiseaux-là, pour qu'ils soient le plus en forme possible. Parce qu'un stress comportemental va aussi jouer sur l'immunité de l'oiseau. Alors, il y a le cortisol qui va monter pour parler de l'hormone de stress, qui fait en sorte que ça rabaisse le niveau immunitaire, puis il va être moins capable de réagir
aux agressions bactériennes ou virales. Il y a des virus aussi qu'il va y avoir dans l'environnement. On parle de bronchite. La bronchite d'Elmarva, c'est un autre défi qu'on a dans le champ. Mais tout ça fait en sorte que tout ce qu'on fait, on partait de sans antibiotiques. Il faut améliorer partout au niveau sanitaire, mais au niveau des trucs comme ça qui vient affecter l'immunité des oiseaux. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut faire pour se rapprocher le plus possible d'une sécurité de l'oiseau? Il y a l'aliment. Un environnement naturel. Naturel, exactement. Ah, c'est intéressant. Puis là, justement, on en parle. Tu y as répondu un peu, mais ma prochaine question, c'était à choisir, est-ce qu'on réduit les microbes ou on les gère mieux? Oui, c'est ça. Bien, ça, c'est... Écoute, ça, c'est François Lefebvre qui parle. Dans l'environnement, je pense que partout, là, je t'en parlais déjà, même au niveau humain, je pense qu'à quelque part, les antibiotiques sont arrivés. Puis c'était extraordinaire parce qu'il y avait des maladies, autant chez l'humain que dans les animaux. On attaque les pathogènes. Mais on a oublié que les antibiotiques attaquent pas seulement les pathogènes, mais attaquent les bonnes bactéries. Il y a beaucoup plus de bonnes bactéries que de mauvaises bactéries. Mais en donnant des antibiotiques à outrance, ça fait en sorte qu'on affaiblit la population humaine et des animaux au niveau immunitaire. Il y a moins de sortes de bactéries, de bonnes bactéries, et moins de quantité aussi dans nos systèmes. Je parle d'antibiotiques, mais on pourrait parler de désinfectants aussi. On est autant au niveau humain qu'animal, il faut faire attention à ne pas tomber dans le trop sanitaire, trop propre. Je te disais déjà, on est rendu qu'on vend du savon avec du désinfectant dedans, le savon à main, avec désinfectant. Les pâtes à dents, ils ont tous des désinfectants. Il n'y a pas, c'est pas écrit désinfectant, mais ils vont écrire avec, ils vont pas écrire avec antibiotiques, mais c'est des antibiotiques. Les triclosans, puis les chiffres, le 4-phosphatidyle, quelque chose qui ressemble à ça, je ne me souviens plus exactement. Puis c'est des antibiotiques dans la pâte à dents. Alors on se met ça dans la bouche, puis on utilise les antibiotiques, puis ça affaiblit notre système immunitaire. Alors, au niveau animal, c'est la même chose. En utilisant... Faut pas, quand on a besoin d'antibiotiques, quelqu'un qui va mourir, il faut en prendre. Puis la même chose au niveau animal. L'animal, il est malade, il faut le traiter. Là. Une question de bien-être animal là-dedans. Mais de toutes nos actions, de laver, désinfecter pour baisser la population microbienne, le maximum, c'est toujours aux pathogènes qu'on pense. On ne pense pas à la bonne flore. Moi, je pense que l'avenir est aux microbes. Les microbes étaient là avant nous autres, puis ils vont être là après la population humaine. Les microbes, c'est extrêmement résistant. Mais il faut apprendre, il y a énormément de recherches qui est là-dessus depuis 15-20 ans. Là. On arrive à mieux identifier les populations, le microbiote qu'on entend, etc. Là, ça fait partie de l'écosystème microbien qui nous entoure, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de notre corps. Mais il faut apprendre à travailler avec, plutôt que de taper sa tête, puis il faut plus qu'il y en ait, il faut plus qu'il y en ait. Moi, c'est mon approche, c'est de travailler avec les connaissances qui sortent, travailler avec les bonnes bactéries, ensemencer les bâtisses. C'est un de nos bancs d'essai actuellement sur nos fermes. Je suis en train de faire de la fermentation, moi, dans des bacs pour pouvoir étaler dans nos bâtisses. Et sujet très chaud, là, on commence. Mais d'établir une nouvelle flore bactérienne dans les bâtisses pour faire en sorte que le poussin qui arrive soit dans un meilleur environnement, qu'il soit beaucoup plus résistant pour faire un oiseau encore plus en santé. C'est en constante évolution. Je me rends compte, c'est vraiment c'est fascinant d'entendre ça. Puis la réponse, elle se situe quelque part entre les deux. Faut réduire, mais mieux les gérer en même temps. C'est ça. Il y a quelque chose entre quand tu n'as pas le choix d'utiliser des antibiotiques et ou des désinfectants, mais il faut le faire. Puis il faut nettoyer les bâtisses aussi, dans le sens... Mais est-ce qu'il faut le faire tout le temps? Je ne pense pas. Il y a l'organisme ou l'acronyme qu'on appelle PASSAF maintenant, qui est un programme agricole de protection, je n'ai pas le terme exact,
Programme d'assurance salubrité des aliments à la ferme. C'est ça, PASAF. P-A-S-A-F. Programme de salubrité des aliments à la ferme. Avant ça, dans la région où on était, nous autres, j'avais peu de producteurs qui lavaient les bâtisses. On nettoyait toujours les bâtisses. Mais j'ai des producteurs, pendant 20 ans, ils n'avaient jamais lavé les bâtisses. Toujours propre. On finit un lot, on nettoie tout, mais c'est un nettoyage à sec. Puis il faisait partie des meilleures productions du Québec. Alors, pourquoi? C'est parce que l'environnement, l'écosystème microbien dans ces bâtisses-là est en équilibre. C'est cet équilibre-là qu'il faut retrouver, pour ma part. Mais c'est sûr que chez un de ces producteurs-là, puis j'aurais été le premier à leur conseiller, s'il y avait eu un débalancement, une maladie, par exemple, qui aurait pris, bien là, je disais, on n'a pas le choix. Il faut nettoyer, il faut désinfecter pour recommencer. Mais recommencer comment? Aujourd'hui, j'instaurerais une bonne flore dans la bâtisse pour aider la bâtisse à se reprendre puis à recevoir d'autres oiseaux. Je comprends. T'as glissé un mot... ben non, attends, avant de passer, parce que là, on va passer à l'œuf ou la poule, je vais te donner le choix entre deux choses, mais juste avant, ma dernière question, c'était en rafale, mais finalement, c'était pas en rafale. On s'est laissé aller sur les réponses, mais je savais ensemble qu'on partirait dans plein de directions. Selon toi, puis là, ça va être encore une question en développement qui va sûrement nous amener à jaser encore, mais le défi numéro 1 des prochaines années en aviculture, selon toi, ça serait quoi? Mais le défi, tu vois, actuellement, il y a l'Enterococcus qui est un défi, c'est le plus gros défi de ma carrière, je te dirais, qui est une bactérie normale de l'intestin. C'est une bactérie normale. Là, on n'est pas trop sûr. Il y a des formes qui auraient évolué, qui seraient à caractère pathogène. Ça, c'est tel que tel, mais ils sont dans l'intestin du poussin qui arrive. C'est tout à fait normal. Ils vont habituellement se résider dans ce qu'on appelle le CK, qui est la partie de l'intestin, la dernière partie de l'intestin. Ce qui n'est pas normal, c'est que cette bactérie-là rentre dans le système. Fait que pour moi, ça indique une inflammation qui se passe au niveau de l'intestin, qui fait en sorte que les cellules de l'intestin, on appelle ça des entérocytes. Okay. Il y a juste une lisière. Il y a une épaisseur de cellules. Je te jure que c'est pas épais. Fait que s'il arrive une inflammation, elles peuvent s'ouvrir, puis les bactéries vont rentrer. Et c'est ça qu'on voit qui se passe dans l'avicole. Ça a commencé déjà il y a une vingtaine d'années du côté de l'Europe. Ça a commencé là, moi, ce que j'ai entendu en premier. Après ça, aux États-Unis, puis c'est monté au Canada. En Ontario en premier, puis après ça, nous autres. Puis là, c'est partout. Alors, quoi faire avec cette bactérie-là? Ça se peut que la génétique soit impliquée là-dedans. Les compagnies génétiques ne m'aimeraient pas, mais en recherche, c'est ce qu'on tend à démontrer, justement par rapport à la vitesse de passage des aliments dans l'intestin qui vont de plus en plus vite. Fait que si l'intégrité de l'intestin n'est pas parfaite et l'environnement microbien, je reviens à mes microbes, je pense qu'on n'a pas assez de microbes, de bons microbes dans l'environnement. Si on en avait plus, l'oiseau résisterait plus à l'invasion des bactéries qui n'ont pas d'affaires dans le système sanguin. Alors, ça, c'est le gros défi, l'Enterococcus. Il y a la bronchite d'Elmarva qu'on appelle, c'est une forme de bronchite qu'on a dans l'avicole, qui est un défi depuis plusieurs années, qui n'est pas évident. On n'avait pas de vaccin contre ça. La meilleure façon, c'est d'avoir un vaccin. Là, il y a une introduction de vaccin actuellement qu'on appelle le iBrown, qui est à l'essai, qui est à l'étude, qui est à l'observation. Ça fait juste depuis quelques mois que ça existe. Fait qu'on regarde qu'est-ce qui se passe avec ce vaccin-là. Est-ce que ça va venir nous aider? C'est un vaccin qui vient des États-Unis, mais c'est un vaccin qui est très agressif en même temps. Il peut amener plus de réactions au vaccin, plus fortes qu'un autre. Fait que ça, c'est le deuxième défi. Le troisième, c'est l'influenza aviaire. Il n'y a personne qui va avoir ça dans ses bâtisses parce que là, c'est le fédéral qui embarque et ils prennent contrôle de ta ferme. On essaie de se protéger le plus possible par les mesures de biosécurité pour pas que ça rentre dans les fermes. Mais à l'impossible nul n'est tenu ou contrer à 100%, écoute, c'est pas évident. Mais le fédéral est là-dedans parce que
Bon, écoute, il existe la possibilité qu'éventuellement, cette grippe-là, si on ne fait pas attention, qu'elle puisse se transférer à l'humain éventuellement. Et là, créer une pandémie, par exemple, un genre de COVID, mais sous forme d'influenza et non pas de COVID. C'est un autre type de virus, là. Mais c'est pour ça que le fédéral est impliqué. C'est parce qu'il pourrait avoir la possibilité, de par une mutation spontanée dans le temps, que l'humain soit affecté. Ce qui n'en est pas le cas du tout actuellement. Puis c'est pour ça que le fédéral réagit fortement, puis qu'il embarque sur les fermes, puis on détruit toute la population qui peut exister pour pas que le virus se propage. Fait que, mais c'est tout un défi. Ceux qui vivent ça, il n'y a rien de drôle là-dedans. Fait que le défi numéro 1 dans les prochaines années en agriculture, ça va être c'est la maladie qui reste le défi. C'est la maladie qui reste le défi. Et c'est pour ça que je dis que le futur appartient aux microbes. Alors, je pense qu'il ne faut pas contrer les microbes. Je pense qu'il faut travailler avec pour favoriser les bons microbes qui, eux autres, vont nous défendre contre les pathogènes. Alors, voilà. Là, on va être rendu à notre segment « L'œuf ou la poule ». Oui. Là, ma question dans l'œuf ou la poule, on y a comme répondu un peu oui puis non, là, parce que je vais te poser la question entre l'entérococcus, la grippe aviaire, l'influenza aviaire, puis la bronchite d'Elmarva, laquelle de ces 3 maladies-là te donnait le plus de fil à retordre, mais là, de ce que je comprends... J'ai pas mal répondu. Non, mais l'entérococcus en premier lieu, ouais. Mais en fait, les 3 donnent pas mal de fil à retordre. Oui, tout à fait. Tout à fait. La bronchite, elle n'affecte pas juste le broiler, elle va affecter les reproducteurs, aussi, on n'a pas parlé de ça, mais les pondeuses des œufs de consommation. C'est une autre sorte de poulet, là. C'est une poule très petite en grosseur, qui pond d'une manière extraordinaire. C'est des reproducteurs extraordinaires, les pondeuses. Mais si la bronchite les affecte, c'est quand ils sont en croissance, ces animaux-là, avant qu'ils rentrent en ponte, mais ça peut affecter l'oviduc, qu'on appelle, puis faire en sorte qu'ils ne sont plus capables de pondre. Alors, tu as une perte économique qui est là, parce que ça coûte cher à élever des oiseaux. Puis tu arrives en bout de ligne, puis elle ne pondent pas d'œufs. Alors, c'est un défi. Au niveau reproduction de poulet de chair, c'est aussi un défi qu'il faut adresser. Tu n'en veux pas, là. Tu veux le moins possible que ça arrive dans ton troupeau, là. Fait que, puis au niveau avicole, le broiler, il y a de l'infection qui est... le colis embarque. La bronchite, quand elle est forte, là, le colis, c'est une bactérie qui existe dans l'environnement partout. Ça n'existe pas de colis nulle part, là, excepté dans un endroit stérile. C'est pas ça qu'on a. Puis on ne veut pas un endroit stérile. Mais le colis est un opportuniste. Fait qu'il attend que quelqu'un rouvre la porte pour entrer. Fait que la bronchite est un virus, mais il rouvre la porte de système, puis le colis rentre, puis c'est là que tu fais une infection. Une pneumonie pour coller sur l'humain, là, quand on fait une pneumonie, c'est une bactérie qui crée l'infection comme telle. Puis c'est là que les antibiotiques peuvent travailler. Mais si tu as une bonne bronchite, ça ne sert à rien de donner des antibiotiques, parce que les antibiotiques n'attaquent pas un virus. Ils attaquent l'effet secondaire, s'il y a lieu, de la bactérie qui va rentrer, qui va créer une infection, qui te fait une bonne pneumonie, puis que tu peux en mourir. Là, c'est très sérieux. C'est sérieux au niveau animal, mais au niveau humain, c'est la même chose. Mais les animaux, les oiseaux peuvent attraper une pneumonie. Alors, pour éviter ça, c'est là qu'on va venir traiter le troupeau pour soigner les animaux, en fait. Hey, mais merci, François, pour cette rencontre-là. On se parle au podcast. On vient de faire le podcast ensemble. On a parlé un petit peu en amont du podcast. Puis finalement, ce que je retiens, moi, de cette balado-là, le mot le mot qui englobe tout, ou la phrase que tu as dite par rapport à... Comment tu as dit ça, les microbes? L'avenir est aux microbes? L'avenir est aux microbes. L'avenir est aux microbes. Oui, il faut apprendre à les utiliser. Faut apprendre à les Travailler avec eux autres. Avec eux autres, effectivement. Ouais, et non pas contre. Effectivement. François, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça n'a pas trop fait mal. C'était bien le fun. Est-ce qu'il y a y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas couvert à travers le podcast que tu aurais aimé qu'on approfondisse?
Ben, ça serait très long. Il faudrait donner un cours. J'enseignais déjà. J'ai enseigné au cégep, moi. C'est vrai? Aussi. Ça fait partie de mes affaires. Mais quand j'étais à Coop, là, on enseignait aux étudiants du cégep de Joliette OK. qui allaient en aviculture. Fait que j'ai fait ça sur une période de 9 ans. Ah, pendant déjà. 9 ans? Ouais. Fait que, ils nous accompagnaient sur la route. J'avais un étudiant à la fois. J'avais 2 étudiants. Puis à un moment donné, ben là, le bruit courait. Puis là, il était rendu qu'il y avait beaucoup d'étudiants. Puis, écoute, au niveau logistique, on n'était pas capable de... Moi, il fallait que je continue à travailler. Il a fallu que je prenne une journée de congé de mon travail pour aller enseigner au cégep. Fait que, on n'a pas fait ça. Parce que les étudiants venaient, quand ils étaient un à la fois, ils m'accompagnaient sur la route. OK. Eux autres, c'était incroyable pour eux autres. C'était une expérience professionnelle. Ben oui, en milieu de travail directement. Là. Les étudiants capotaient là-dessus. Vous avez fait ça pendant 9 ans avec les cégeps de Joliette, mais on est encore quand même, je veux dire, relativement impliqués avec eux là, quand il y a des demandes par rapport à justement parler de votre métier ou même Stéphane, je sais qu'ils ont accompagné là, pendant leur... Ils ont au cégep de Joliette à faire un élevage, là, par exemple. Là, c'était des dindes. Tout à fait. On leur a fourni les dindes, la moulée, puis un peu d'accompagnement aussi par rapport à ça. Fait qu'on est bien impliqués avec la relève. Oui, tout à fait. La relève est importante pour nous autres. On en voudrait même plus. Alors, il y a beaucoup de gens, ceux qui ne sont pas du côté de la campagne, là, pour dire ça comme ça, il y a de plus en plus d'urbains, ils ne savent pas ce qui se passe. Puis, en ne sachant pas, ils ne sont pas intéressés à l'agricole non plus. Alors, ça, c'est dommage parce que, écoute, c'est extraordinaire, l'agricole. Ça touche le vivant, autant au niveau végétal qu'au niveau animal. On va se laisser sur ces 2 paroles. L'expert agricole, on éclaire votre champ de décisions brillantes.